Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Changer de vie, quitter les ordinateurs et les téléphones, partir, cultiver des légumes, produire du miel ou des tisanes, ou encore élever des moutons. Peut-être est-ce votre rêve secret, vous, auditeur de Bon Plan. C'est peut-être même votre résolution pour 2019. Si c'est le cas, je vous souhaite de la réaliser. Parce que c'est beau de réaliser ses rêves, et parce que c'est souhaitable pour tout le monde que de plus en plus d'entre nous contribuent à produire ce que l'on mange. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir 2 personnes qui ont réalisé leurs rêves et que vous connaissez et appréciez sûrement. La première, c'est Anaïs Kéroas, qui est l'héroïne d'un très beau documentaire réalisé par Marion Gervais et diffusé en 2014. Il s'appelle « Anaïs s'en va en guerre ». On y voyait les efforts d'Anaïs, son combat même, pour devenir productrice de plantes aromatiques sur une petite surface en Bretagne. Bonjour Anaïs. Bonjour. La deuxième personne, c'est Thibaut Dupont. Vous aviez découvert son projet dans la saison 1 de Bon Plan. Avec sa copine Elsa et leur fils, il venait de s'installer en maraîchage sur petite surface, en Normandie. Thibaut avait semé devant moi des aubergines et il me disait qu'il espérait pouvoir vivre correctement de son activité. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là aujourd'hui. Je vais commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé depuis la diffusion de ces 2 documentaires ? Anaïs, peut-être pour commencer. Il s'est passé beaucoup de choses, puisque c'était il y a 4-5 ans maintenant. Depuis, j'ai trouvé de la terre, par exemple, où m'installer depuis fin 2015. Donc là, je suis sur un nouvel endroit depuis 3 ans, tout près de... C'est en Bretagne toujours ? Ouais, tout près dans la même commune où j'étais déjà. Mais là, cette fois-ci, c'est à moi, donc je peux... Enfin, ce sera à moi un jour. Donc je peux installer plus pérennement l'activité. D'accord, donc tu fais toujours la production de plantes aromatiques pour des tisanes, mais c'est chez toi. Exactement. Ok. Et toi Thibaut ? On s'était vu en février dernier. C'est ça, il faisait très froid. Il faisait très froid, c'est les premiers semis. Et du coup, depuis, on a réalisé notre première saison de maraîchage qui s'est super bien passée. On a eu des bons résultats. Il y a eu pas mal de clients au rendez-vous. Et là, c'est reparti pour une nouvelle saison. D'accord, c'est-à-dire que vous avez commencé vraiment à produire des légumes et vous avez pu les vendre à qui concrètement ? On a créé une AMAP où on fait 30 paniers par semaine. On vend à la ferme le samedi et on a entre 15 et 20 personnes qui viennent. Et on vend aussi à 2 magasins dont une Biocoop à Lisieux et 2 restaurants. D'accord, donc le projet c'était de vendre des légumes localement, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est, c'est parti. Bon, c'est bien, félicitations. Parmi les gens qui nous écoutent, donc il y a beaucoup de gens que ça titille l'idée d'aller s'installer, peut-être qu'ils en parlaient ou qui bassinent leurs amis depuis des années avec ça. Vous l'avez fait vraiment. Qu'est-ce qui explique dans votre parcours ? Est-ce que il y a eu un moment clé comme ça dans votre vie pour que vous le fassiez vraiment ? Un moment clé, je sais pas, juste à un moment donné il faut le faire quoi, donc je sais pas, avec le recul ça me paraît pas très compliqué en fait. Il y a beaucoup de gens quand on leur parle du projet qui disent vous avez eu le courage de le faire, ou le mot courage revient vachement, et nous on n'a pas du tout cette impression là quoi. Juste à un moment donné ça c'est apparu comme évident et puis on s'est dit on arrête d'en parler, on le fait, au pire on va pas en mourir quoi, il va pas nous arriver grand chose de grave si on rate, donc on essaye quoi. Vous étiez tous les 2 journalistes, pour une grande chaîne française, et toi notamment tu couvrais beaucoup l'actualité internationale, et notamment sur des conflits. Donc c'est aussi ça qui vous a donné envie de passer à quelque chose de plus paisible, ou alors de plus concret. Il y a 2 choses. Il y a déjà on trouvait plus vraiment d'utilité dans ce qu'on faisait, donc on avait envie de trouver un métier où on puisse se sentir utile. Et la deuxième chose, c'est que on commençait à discuter du fait d'avoir un enfant, et c'était hors de question d'avoir un enfant en ville. Donc la réflexion s'est articulée autour de ça. Et puis après, je sais même pas vraiment comment l'agriculture est arrivée. On a réfléchi à plein de choses différentes. C'est parti un peu dans tous les sens. On a lu beaucoup, on a rencontré des gens. Puis un jour, c'est arrivé un peu comme une évidence. Créer une ferme et produire des légumes, ça correspond exactement à ce qu'on recherche, quoi. Et vous l'avez fait. Et toi, Anaïs, on te voit beaucoup dans le documentaire, assez en colère. On sent que t'es dans un combat, que c'est compliqué à démarrer. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion pour te lancer ? En fait, c'est un peu différent parce que j'avais jamais exercé un vrai travail. Enfin, j'avais fait des boulots d'été pour payer les études et des trucs comme ça, mais j'avais jamais vraiment décidé d'un métier avant celui-là. Et c'est en cours de la formation d'herboriste que j'ai rencontré un agriculteur qui produisait des tisanes, et c'est lui qui m'a montré. Enfin, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup la production, et que lui m'a montré que c'était faisable
parce que moi j'ai grandi à Saint-Malo, bon c'est pas Paris non plus, mais j'étais pas dans un milieu agricole ni à la campagne, et je pensais que les métiers agricoles étaient réservés en grande partie aux hommes, que c'était trop difficile physiquement, etc., qu'il fallait être né dans une ferme pour pouvoir le faire. Et Gérard, mon ami qui m'a appris, m'a montré le contraire. Après, ça paraît simple, une fois qu'on a décidé de le faire, on le fait. Après, moi je me suis heurtée quand même à plein de difficultés. Alors peut-être, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou etc., mais il a quand même, on m'a pas du tout prise au sérieux au début, et il a fallu prouver à tout le monde que c'était faisable. On va en parler justement de ces difficultés, mais est-ce que tu peux me raconter, donc toi t'es né à Saint-Malo, est-ce que t'as quand même eu des racines dans ta famille ou des choses qui t'ont rapproché de ces plantes que tu aimes beaucoup, ou c'est vraiment plus tard que c'est venu? Je pense pas que j'ai des racines. Dans mon enfance, j'ai pas de souvenirs comme ça, parce que après tous mes grands-parents sont nés dans des fermes, mais eux sont tous partis à la ville aussi pour travailler, et ils voulaient pas rester à travailler au champ. Et donc c'est quand même des racines un peu plus loin du coup. Mais après, non, moi j'ai pas de lien particulier. J'ai grandi en appartement en plus, donc le lien à la nature, il était quand même très restreint. Et non, je sais pas. Mais malgré tout, t'as eu ça dans ton comme objectif, les plantes, et notamment les plantes aromatiques. Ouais, c'est venu par l'herboristerie du coup, ce côté à la terre. Après, mes parents, ils ont pas du tout des boulots en lien avec ça, et en même temps, ma mère, elle a toujours rêvé d'avoir des chèvres et d'élever des chèvres sous des arbres fruitiers. Moi, elle l'a jamais fait du coup. Et mon père, il aurait dû être jardinier. Ouais, il a toujours bossé de nuit, et il a passé sa vie dans son jardin. Je pense qu'il aurait été très heureux à faire ça, mais ils l'ont pas fait eux du coup. Ouais. D'accord, donc tu l'as un peu fait pour eux. Peut-être, ouais. Pour rebondir sur ce que tu nous disais sur les difficultés que tu as pu affronter, on va réécouter deux sons des deux reportages dans lesquels vous êtes intervenus. On va les écouter tous les deux. Et en gros, il m'a dit, c'est texto, il m'a dit que j'étais une nana jeune qui venait de la ville, et qu'en plus j'étais mignonne, donc j'avais rien à foutre dans les champs. En gros, il m'a décrédibilisé complètement, et ouais, il m'a dit d'aller faire des confitures quand même, quoi. Pour aller dans les champs, faut être moche. Ouais, c'est quand même dingue. C'est effectivement, on en rigole, mais c'est assez hallucinant en fait d'entendre ça, de se dire à quel point, t'as dû affronter vraiment un milieu assez machiste, et si t'as pas le profil, on te refuse l'accès, quoi. C'est un peu ça. Après, le contexte dans lequel on m'a dit ça, c'était la chambre d'agriculture pendant le parcours à l'installation. Et en fait, le mec qui animait le truc, il était justement là pour mettre le doigt sur ce qu'on allait penser de moi, en fait. Notamment les vieux agriculteurs des campagnes, etc. Le banquier qui est censé te faire un prêt, machin. Et du coup, c'est très provocateur comme réplique, mais c'est les mots ce que tout le monde a pensé au final. Donc au moins j'étais prévenue. Est-ce que tout le monde a pensé, mais on te l'a dit aussi, tu l'as senti? Pas forcément, mais j'ai senti plus des fois le regard des gens quand j'exposais mon projet. Je voyais bien qu'ils me prenaient pas trop au sérieux, qu'ils se disaient ouais, de toute façon c'est encore une citadine, elle va retourner à la réalité bientôt, puis elle retournera bosser en ville comme tout le monde. Et finalement, quand on parle de son projet, les gens, je voyais bien qu'ils changeaient d'attitude, parce qu'ils voyaient quand même que j'avais un peu creusé de tous les côtés. Et après, une fois que j'ai commencé aussi, juste de serrer la main aux gens. C'est con, mais quand t'as de la poigne, les gens te regardent pas du tout de la même manière. Et je voyais bien que dans le regard des vieux agriculteurs, ça changeait à ce moment-là aussi. Je disais, finalement, elle a peut-être quand même quelque chose pour y arriver. T'as utilisé leur code à eux, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime bien serrer les mains. C'est bien. On va écouter le deuxième enregistrement, celui de Thibaut. Alors c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de ténacité face aux gens de la chambre d'agriculture, à tous les gens plus ou moins qui font de l'agriculture et à qui tu parles de ton projet, quoi. On voit qu'en ce moment il y a une bataille sur ce qu'on appelle la transition alimentaire. Tout le monde parle un peu de permaculture sans trop savoir de quoi il s'agit et tout ça. Et ces nouveaux modèles peu mécanisés sur petite surface, ils sont vachement décriés. Et le seul moyen de les imposer, c'est de montrer qu'ils sont rentables. Donc vous avez deux parcours de vie assez différents. N'empêche que vous avez dans vos méthodes des choses assez proches. Vous travaillez sur des petites surfaces, vous n'êtes pas ou peu mécanisé, donc vous n'êtes pas du tout dans le moule de l'agriculture conventionnelle française. Donc ça, vous avez affronté beaucoup de difficultés. Est-ce que après quelques années et quelques mois d'activité, le regard a changé, ou c'est toujours un combat, c'est toujours difficile de défendre ce projet-là? Ouais, je pense qu'aujourd'hui j'ai pu à défendre, vu que j'arrive à... Bon, certes, je me tire pas un gros salaire, mais n'empêche que j'ai réussi à commercialiser les plantes, à les faire pousser et tout ça. Du coup, non, j'ai pu à le défendre aujourd'hui.
c'est plus ou moins réussi. C'est bon, quoi. Ouais. Et toi, Thibaut? On a commencé comme on travaille pas le sol, on a commencé à débâcher, à faire les premières plantations en avril, et on vend que depuis mi-août. Donc pour nous ça marche très bien. On a fait un super chiffre d'affaires sur les 4 mois à Cala qui est super encourageant. Et pour nous les techniques qu'on utilise sont archi validées, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore par rapport aux gens qui prennent les décisions au niveau des ministères, des chambres d'agriculture, des syndicats agricoles, ça n'a toujours aucun sens, quoi. Maintenant, par rapport aux gens qui veulent s'installer et devenir agriculteurs, c'est le modèle de référence. Voilà, 90% des jeunes qui veulent s'installer en maraîchage et pas reprendre une exploitation de leurs parents ou quelque chose qui existe, veulent s'installer de la manière dont nous on s'est installé. Donc c'est forcément quelque chose qui va devenir crédible avec les années, quoi. Faut juste que la génération en place soit remplacée, quoi. Il y a toujours deux mondes vraiment différents, un modèle ancien et un modèle nouveau. Et... plus que jamais, quoi. Et puis surtout il y a une bataille en ce moment entre ceux qui tiennent le vieux modèle et qui veulent pas le lâcher, et ceux qui arrivent avec des nouvelles techniques et qui aimeraient bien justement prendre le pouvoir entre guillemets pour que ça soit ce système-là qui soit développé de manière naturelle, quoi. Et toi, notamment, une des techniques que tu défends, c'est le fait de pas forcément labourer ou de pas labourer du tout. Mais même de pas du tout travailler le sol. Ouais. Pour avoir un sol vraiment vivant. Est-ce que cette idée-là, petit à petit, t'arrives à convaincre les agriculteurs du coin ou les gens que tu côtoies, ou c'est difficile? Les agriculteurs du coin, c'est compliqué. Déjà parce que je suis entouré de céréaliers, et donc on peut ne pas travailler le sol en céréales, mais c'est encore. Moi, je m'y connais pas beaucoup, quoi. C'est encore d'autres pratiques culturelles. Mais non, là où ça a fait ses preuves, c'est que quand nous on parle beaucoup avec les gens qui viennent nous acheter des légumes, qui ont souvent des petits potagers et tout ça, on leur fait visiter le jardin, et par exemple quand on a commencé à semer les carottes, on a mis une bâche pour casser la prairie, on a débâché, on n'a pas travaillé le sol, on a mis une fine couche de compost pour avoir un agrégat sur lequel aucune mauvaise herbe, aucune autre herbe que les carottes allait pousser, vierge de graines en fait. On a semé les carottes, on a arrosé pour que les carottes germent, et puis après on n'a rien fait, et on a eu des carottes magnifiques, quoi. Et du coup, les gens, quand on leur a expliqué comment on faisait, ils doutaient vachement. Puis quand ils ont vu les carottes, à un moment donné, voilà, c'est tout, c'est la preuve. Mais je crois que c'est ce qu'on disait la première fois qu'on s'est vu, parce que je te disais, entre l'ancien modèle et le nouveau modèle, on peut en parler pendant des heures. Ce qui compte, c'est les résultats, quoi. Oui, c'est ça. Vous êtes jugé sur le site. Est-ce que tu produis des carottes ou non? Est-ce que vous arrivez à en vivre ou non, quoi? On a sorti des carottes, oui, voilà, fin de la discussion, quoi. Et là, vous arrivez à avoir une perspective économique, un revenu. Vous en êtes où financièrement? Nous, on a compté, on est deux. On a compté, en gros, qu'il nous fallait 40 000 euros de chiffre d'affaires pour nous sortir à chacun 1 000 euros par mois. Voilà, et ces 1 000 euros, ils sont pour nous, ils sont pas pour les investissements ou pour les charges de la ferme. On compte à peu près 15 000 euros de charges pour la ferme. Et là, moi je suis pas très comptabilité et tout, alors j'ai filé tous les chiffres au comptable, mais on a calculé on aura les résultats bientôt. D'accord. Mais on a calculé à peu près qu'on était là entre 20 et 25 000 euros de chiffre d'affaires. Alors que la plupart de l'année, on n'était pas encore à deux à travailler, parce qu'on gardait notre enfant la moitié du temps, et donc c'est super encourageant. Ouais, avec toutes les particularités que c'est la première année, vous aviez pas tous les bâtiments, vous aviez avec plein de choses qui sont super encourageantes, quoi. Bon, c'est super. Toi, Anaïs, j'avais vu dans une interview que tu avais dit que si tu arrivais à te dégager un salaire, t'allais envoyer un sachet de tisane à tous ceux qui ont essayé de te décourager. Est-ce que tu l'as fait? Non, pas encore. Pas encore. Mais ouais, c'est vrai. Mais je le ferai quand même parce que, en fait, j'attendais d'avoir parce que là, je prends 1 000 euros par mois. Mais je travaille beaucoup d'heures, du coup, pour moi, c'est pas encore un salaire minimum. Mais j'attends de diminuer mon temps de travail pour, en conséquence, et quand j'y arriverai, je le ferai. Je vais faire des mélanges spéciaux pour chacun. Tu vas mettre quoi dedans? Ça, je sais pas encore, mais j'ai ma petite idée sur les buts thérapeutiques des mélanges ciblés. Un truc qui détend. Ouais, entre autres, ou pas que. Mais ouais. T'as une perspective comme ça à court terme ou à moyen terme où tu penses que tu vas vraiment pouvoir vivre de ton activité et avoir un rythme de travail moins soutenu? Je commence à voir que c'est faisable, ouais. Parce que du coup, j'ai déménagé 3 fois mon projet, donc je me suis réinstallée à chaque fois aussi. C'est pour ça que même en 6e, 7e année d'installation, je suis toujours encore en train de faire des rénovations, d'aménager l'espace de travail, etc. Et peut-être m'équiper encore un peu plus aussi. Je modifie aussi mes techniques au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai observé dans mon champ, chez les autres et tout ça. Mais là, par exemple, cette année, j'ai travaillé un peu moins parce que j'étais fatiguée aussi. Du coup, j'ai pas pu faire beaucoup plus. Et finalement, j'ai produit presque autant.
et parce que je pense que je suis mieux installée, j'ai l'expérience qui fait que j'ai acquis encore un peu plus de rapidité, et puis après le stress ça fatigue aussi, donc je vais être de moins en moins stressée aussi avec le temps, je vois bien, je suis plus détendue le soir, même si j'ai pas fait tout ce qui était sur ma liste, bon bah c'est pas grave, j'apprends à me dire bah voilà t'as quand même fait tout ça, c'est déjà très bien. Et puis ouais, ça évolue, il faut beaucoup de temps en fait pour s'installer, mais faut pas lâcher, les premières années c'est compliqué, et puis après Mais c'est vrai que c'est un risque, j'imagine. Dans le documentaire, tu dis que parfois tu dors 4 heures par nuit, plusieurs nuits de suite, etc. C'est un risque de vouloir trop travailler et se cramer en route. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis c'est vrai que on se met la pression, puis au début, de toute façon, on est obligé d'en mettre un coup. Forcément, si on travaille que 6 heures par jour, ou même 7 heures, ça avance pas, quoi. Après, le risque, c'est aussi que si on commence à travailler beaucoup trop au début, c'est qu'on n'arrive plus à lever le pied après. Et parce qu'on a l'habitude de travailler autant, et que, moi, ça me fait un peu ça maintenant. J'essaie de commencer plus tard, des fois le matin, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à arrêter le soir. Moi, j'arrête rarement avant 19h, c'est 19h minimum, voire beaucoup plus quand il fait jour tard. Et si un jour j'arrêtais à 17h, en fait, je sais pas quoi faire entre 17h et parce que j'ai plus l'habitude d'avoir des soirées, du coup, des fins d'après-midi. Donc souvent, je me dis ouais, mais je vais faire quoi? Donc du coup, je continue à travailler. Et c'est une habitude à reprendre, mais je vais y arriver quand même, je pense. Mais... Et là, vous êtes tous les deux plus ou moins en vacances, en pause hivernale actuellement, c'est ça? Vacances pas encore moi, mais j'en profite pour faire des trucs que justement j'ai pas du tout le temps de faire les 3/4 de l'année. Donc c'est un peu plus cool, mais il y a toujours des trucs à faire. C'est vrai que ça, les gens pensent que quand il y a plus de boulot au champ, il y a plus rien à faire, mais moi je passe la moitié de mon boulot dans le champ et la moitié en dehors. Donc il y a tout le tri des plantes, faire les mélanges, le conditionnement, la commercialisation, ça prend quand même beaucoup de temps, surtout dans mon domaine à moi. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de travail l'hiver, ouais. Mais il n'y a pas la pression de devoir récolter absolument ce jour, etc. Et dans le documentaire, on voit que tu commences à travailler avec des chefs. Là, aujourd'hui, tu les vends à qui, tes tisanes et tes plantes? Je travaille toujours avec Olivier Rollinger. Il vend mes tisanes déjà à fête. Après, ça peut arriver que je fournisse quelques aromatiques aussi à des restaurateurs. Mais c'est surtout, je vends dans des boutiques autour de chez moi, plus ou moins, et par Internet, par mon site Internet. C'est à peu près moitié le chiffre d'affaires. D'accord, ouais, donc des gens qui te connaissent et qui commandent sur Internet. Oui, c'est ça, ouais. Je sais pas si tout le monde me connaît, mais après, il y a le bouche à oreille aussi, qui fonctionne, je pense, beaucoup. Et toi, Thibaut, t'es en vacances? Ouais, moi je suis en vacances. Nous on a décidé, là c'est encore en mise en place, mais nous on a décidé qu'on prenait 6 semaines l'hiver, donc de mi-décembre à peu près, au début des vacances de Noël, jusque fin janvier, on faisait rien. Donc là cette année c'est pas tout à fait vrai parce que on monte un bâtiment agricole, etc. Mais on a réussi déjà à prendre une bonne coupure et puis on va en reprendre une petite là. Mais à terme, ouais, c'est le but, ouais, c'est de se dire. Alors moi je suis d'accord avec toi, il y a toujours un truc à faire, mais moi c'est Elsa qui me dit, qui me sort de là parce que sinon. Ouais. Et pendant ces 6 semaines-là, on a décidé aussi que au maximum on essayait de quitter la ferme parce que si on est en vacances sur place, moi je tiens pas quoi. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Et je pense que c'est important de savoir prendre une pause, notamment dans les premières années, parce que sinon arrive un moment t'exploses quoi. Quand tu fais 5 ans de suite à bosser 12 à 15 heures par jour sans sortir la tête de ta ferme ouais je pense que c'est dur quoi à un moment donné. Oui, puis j'imagine qu'on choisit cette activité aussi pour avoir un rapport différent au temps, aux saisons. On n'est pas là pour travailler comme à l'usine. J'imagine que c'est aussi une de vos motivations dans ce rapport différent au temps qui passe, à la nature autour de vous, même aux saisons. J'imagine que ça fait une bonne partie de votre projet, non? La saisonnalité est hyper importante parce qu'en plus le rythme de travail est pas le même justement selon les saisons et puis même les activités changent au fil des saisons. Après, je pense qu'on a forcément un rapport différent au temps, c'est clair, mais finalement on travaille beaucoup plus que les gens à l'usine, donc quelque part on a un rapport différent. Mais moi j'en suis pas encore à avoir du temps pour regarder le temps passer justement. C'est mon objectif, c'est de pouvoir être plus contemplative et finalement je profite très peu de. Je regarde un peu les oiseaux, les animaux et tout ça sur mon terrain, mais j'ai pas encore assez de temps pour ça, ouais. Mais ça va venir avec le temps, je pense. Je te le souhaite. J'espère. Et toi, Thibaut, qui a eu une vie urbaine, comment tu comparerais justement ta vie actuelle à ton ancienne vie urbaine?
À mon ancienne vie urbaine, bah oui. Enfin là, la différence, c'est que on est carrément, comme disait Anaïs, calé sur les saisons. Le travail dépend des saisons. Et après, nous, la perspective, le but qu'on recherche et ce qu'on essaye de mettre en place là va demander beaucoup de travail pour arriver à ça. C'est justement ensuite être de plus en plus productif sur une surface donnée et pas chercher à s'agrandir pour avoir plus de temps libre, quoi. Parce que c'est aussi le but recherché, quoi. Ça demande beaucoup de travail à certaines périodes, mais moi j'ai envie que les périodes qui nous permettent plus de calme, on puisse profiter, quoi. Ça veut dire quoi, profiter ? Bah ça veut dire voir les potes, voyager, passer du temps en famille. Là on a un enfant, quoi. Enfin tu vois, profiter, ça veut dire passer l'après-midi à, je sais pas, jeter des cailloux dans la mare, là. En ce moment c'est le grand délire. Enfin voilà, quoi. Kiffer. La vie, quoi. La vie, ouais. Et quand on a envie de s'installer, on se demande toujours un peu... Enfin, on a vraiment envie d'avoir l'expérience des autres. Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à une personne qui vous dit soit je veux devenir productrice de plantes aromatiques ou maraîcher? Vous donneriez quoi comme conseil? Eh ben, moi je pense que l'important c'est déjà d'aller voir chez quelqu'un qui fait le même travail, aller en stage plusieurs jours, enfin je pense plusieurs semaines pour vraiment voir la réalité du travail, parce qu'on a l'image qu'on en a de l'extérieur, elle est jamais la même que directement sur le terrain. Je pense que c'est valable pour tous les métiers. Et du coup échanger beaucoup, se poser beaucoup de questions, mais aussi réussir à affiner son projet tout seul. Moi je pense que c'est important parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me posent 50 questions dans un mail, et pour moi s'ils n'arrivent pas à y répondre tout seuls à ces questions, ils cerneront pas bien leur projet et du coup ils savent pas à quoi s'attendre, quoi. Les gens, ils veulent que je réponde à leurs questions à leur place, mais c'est pas les aider que d'y répondre, je pense. Et après, vraiment de se former en amont, parce qu'une fois qu'on est dans le champ, on n'a plus le temps de se former. Et je pense qu'on s'improvise pas charpentier du jour au lendemain. Bah, l'agriculture, c'est pareil. Ça s'apprend comme n'importe quel autre métier. Et je pense que, en plus, tous les ans, on recommence. Donc, on peut toujours ne pas faire les mêmes bêtises que l'année d'avant, ou des fois si on recommence, mais bon. Ça sert de leçon d'une année sur l'autre, et moi j'apprends toujours, et je vais apprendre toute ma vie, je pense. C'est pas un métier qui s'apprend en un an à la fac. N'importe quel métier, de toute façon, c'est... Bref, mais c'est important, je pense, le temps de formation avant. Et est-ce que tu aurais une erreur que tu as faite, ou alors des choses que tu regrettes, et qui pourraient inspirer d'autres pour pas qu'ils les fassent, justement? On en fait plein des erreurs, mais... Après, il y a des fois, je pense avoir fait certaines erreurs, et en même temps, c'était la situation qui faisait que, justement, le fait de m'être installée. Au début, je me suis installée avec 3 000 € la première année. J'ai pas fait d'emprunt. J'étais en location sur une toute petite surface avec très peu de matériel. Et mais c'est aussi parce que les banques voulaient pas me faire de prêt. Mais avec le recul, moi, ça me plaisait de faire comme ça, parce que du coup, je prenais pas de risque, justement, à me retrouver endettée, etc., sans savoir si ça allait fonctionner. Du coup, là, j'ai commencé comme ça, et donc ça m'a pas mis trop de pression, et etc. Mais n'empêche que j'ai recommencé 3 fois l'installation. Et c'est épuisant, l'installation. Donc, quand faut recommencer 3 fois de suite la même chose, il y a de quoi se décourager en cours de route. Et puis après, il y a des trucs qu'on a tendance à faire à vouloir se précipiter un peu sur l'installation. Justement, moi je vois les stagiaires qui passent, ils veulent pas se former, ils veulent pas aller travailler chez d'autres producteurs. Moi j'ai bossé 1 an chez un maraîcher avant de m'installer, entre la formation et... Parce que pour moi, faire 15 jours de stage 3 fois dans l'année, c'est pas pareil de tenir 15 jours d'affilée que de tenir 1 an complet dans un champ. C'est pas du tout pareil. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on peut faire facilement. Et moi, par exemple, j'ai commencé à planter avant d'avoir un séchoir, par exemple. Donc du coup, j'ai pas pu faire sécher, quoi. C'est un truc complètement débile. Mais ça, je vois tout le monde fait pareil. Il y a des trucs comme ça, ouais, on veut mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça, ouais, mais c'est logique. On a envie de directement planter des trucs, mais une fois que c'est planté, il faut désherber, il faut récolter, il faut entretenir. Donc, il faut s'assurer déjà d'avoir de quoi faire sécher derrière, de quoi stocker, etc., par exemple, dans mon cas, mais c'est normal, on a envie, donc on est enthousiaste, du coup, on a envie de commencer tout de suite. Ça te démange. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si c'est des erreurs, quoi, parce que, comme tu disais, on en fait plein des erreurs. Ouais. Le tout, c'est de pas les faire 2 fois, mais c'est un métier où t'apprends tout le temps. T'es un peu tout le temps puni, quoi, par la nature, entre guillemets, quoi. Ce qu'il faut, c'est en tirer les leçons et puis pas refaire 2 fois la même chose, mais les erreurs, s'il y a un conseil, c'est faites-les, au contraire, quoi. Parce que tu peux lire dans un livre ou entendre quelqu'un qui te dit ouais, ne fais surtout pas ça. Si t'as envie de voir ce que ça fait, il faut le faire, quoi. Déjà parce que non, mais c'est vrai, il y a pas de vérité par rapport au terrain, par rapport à, et puis faut essayer. Puis si ça marche pas, voilà, au moins. Et vous, comment vous avez été puni alors? Nous on a fait plein de conneries, mais cette année on a foiré un peu les oignons.
On a eu des problèmes avec les pommes de terre. Enfin, on a eu des problèmes classiques de maraîcher, quoi. On essaiera d'avoir d'autres problèmes l'année prochaine, pas les mêmes. Il s'est passé quoi avec les pommes de terre? Les pommes de terre, en fait, comme on part d'une prairie, t'as plein de vers de prairie qui s'appelle le taupin, qui attaque les pommes de terre. Et on a pris des variétés que apparemment le taupin adorait manger. Enfin, notamment une qu'on a fait beaucoup plus qu'une autre, qui n'a pas été du tout mangée. Et donc, c'est pas très grave, quoi. Mais tes patates sont plein de petits trous. Du coup, à chaque fois que tu les vends, les gens te disent ah, mais il y a plein de petits trous dans vos pommes de terre. Ouais, les clients aiment moins. C'est pas grave. Oui, les clients aiment moins, ouais. C'est pas des grosses conneries, tu vois, mais voilà, c'est un petit truc. Mais si on l'avait pas fait, on l'aurait pas appris, quoi. Donc là, c'est appris, voilà. On peut refaire une autre connerie l'année prochaine, du coup. Et les aubergines que tu avais semées devant moi, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont devenues des petits arbustes qui ont donné des aubergines. Pas super productif, je pense qu'on changera de variété, mais pareil, il fallait faire un essai, faire pousser des aubergines en Normandie. De toute façon, c'est un peu un pari. C'est déjà un défi, ouais. C'est un petit défi, donc après, voilà, tu vois, typiquement, c'était pas des variétés qui ont super bien donné. Je pense qu'on aurait pu les planter un peu plus serrés, on n'en avait pas eu beaucoup parce qu'on n'en a pas fait assez. Et je pense que sur la même surface, on pourra en planter plus. Donc voilà, typiquement, tu vois, des petites erreurs sur les aubergines, mais du coup, qui vont nous permettre l'année prochaine de progresser, quoi. Et tu conseillerais aussi d'aller faire des stages et de te former? À la fois, je trouve que c'est du bon sens. J'entends tout le monde dire ça. Et à la fois, nous, on n'a pas du tout fait ça. Bah oui. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Donc, du coup, je suis partagé entre. En fait, je dirais que ça dépend vachement des caractères et des personnalités des gens. Nous, ça peut paraître un peu présomptueux, mais ça l'est pas. Mais on n'a pas du tout. Enfin, on a fait un petit peu. Enfin, moi, j'ai fait les stages qui étaient obligatoires dans mon BPREA, le diplôme agricole que j'ai passé. Mais c'est tout, quoi. Et après, on a fait pas mal de visites de ferme, aller rencontrer des gens, voir comment ils font et tout ça. Mais nous, on avait envie d'être un peu vierge de tout principe et de toute façon de faire pour arriver un peu avec un regard neuf. Enfin, c'est vachement difficile d'avoir fait quelque chose chez quelqu'un qui marche et ensuite de vouloir quand même faire différemment chez toi, quoi. Donc nous, on s'est lancé en se disant un peu comme tu dis, quoi. C'est un métier qui s'apprend toute la vie. Donc si ça s'apprend toute la vie, je vais pas l'apprendre en un an chez quelqu'un. Par contre, quelqu'un qui serait très anxieux ou qui aurait besoin de se rassurer, c'est super d'avoir fait une saison parce que tu sais exactement ce à quoi tu t'attends. Enfin, nous, on n'a pas fait ça, quoi. Et je pense que c'est possible sans faire ça. Faut être un peu détendu, quoi. Ouais. En fait, je pense aussi que c'est plus dans le sens où ne pas vraiment pour être sûr de savoir à quoi t'attendre. Moi, c'est surtout ce côté-là parce que je vois beaucoup de stagiaires qui viennent, qui sont en formation et en fait, je les dégoûte de mon travail en 2 jours parce qu'en fait, ils ont une image qui est pas du tout la bonne, je pense, et ça me déçoit. Moi, quand je vois que je les ai dégoûtés du boulot, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai rien fait de spécial. C'est une bonne chose, quoi, parce que ça veut dire que tu vois, ils se seraient vautrés, quoi. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est au moins pour ça que je pense que c'est important d'aller voir parce qu'effectivement, de toute façon, on n'apprendra jamais tout en une année, mais au moins cerner toutes les problématiques, les enjeux et puis au moins le temps de travail et le revenu, par exemple. Ça, c'est un truc. Il suffit de dire ça à quelqu'un, généralement, il est pas en courant, quoi. Ouais. Tu travailles beaucoup et tu seras mal payé, voilà ça. C'est une réalité. Et pourquoi tu dis que tu les dégoûtes? Parce qu'ils ont une image un peu romantique du métier, c'est... Je pense, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait de la magie. Ou qu'on regarde pousser les plantes et qu'on fait rien, quoi. Sauf que, tout se fait. Moi, on me dit souvent, en fait, tu fais que récolter les plantes. Donc, ça veut dire que les gens, ils pensent que je ne sème pas, que je bouture pas, que je plante pas, que je désherbe pas, que je travaille pas le sol, que je récolte pas. Enfin, si, ils pensent que je fais que récolter. Ils oublient qu'après, il y a le séchage, il y a le tri des plantes, le conditionnement, le mélange, la vente. Enfin, la récolte, c'est 10% de mon travail, quoi. Réparer des outils. Ouais, voilà. En plus de tout ça, bien sûr, la compta, les notions de trucs juridiques, acheter les fournitures, commander les graines. Ouais, non, il y a 1 million de trucs à faire. Mais ça, les gens, ils prennent en compte que, 10% du boulot, quoi. Ouais, tu te balades pas dans la nature et tu prends pas une feuille de menthe par-ci, une feuille de sauge par-là. Ça peut m'arriver, mais je ne fais pas que ça. Ouais. Et comment t'expliques justement que ça soit des métiers où il y a une image aussi romantique et donc autant de déception après quand on pratique pour de vrai? Je pense qu'il y a eu une grande ouverture ces dernières années parce que, moi, quand j'avais mon projet au tout début, quand je disais que j'allais faire ça comme métier, aller produire des plantes aromatiques et médicinales, les gens savaient pas ils savaient pas de quoi je parlais du tout. Et maintenant, quand je dis ce que je fais, tout le monde sait ce que c'est. Donc, je pense qu'il y a eu, ces 5 dernières années, il y a eu un éveil, phénoménal sur on a mis en lumière toutes ces productions qu'avant on parlait jamais et dont on parlait jamais. Et je pense que il y a la permaculture qui a beaucoup fait. Je pense tout le monde a parlé de ça à un moment donné. Nous, les stagiaires qu'on a vu passer ces 5 dernières années, ils ont que ce mot-là à la bouche. Et je crois qu'il y a mais il y a aussi beaucoup d'utopie autour de ça.
les gens ils pensent vraiment qu'on fait de la magie, quoi. C'est le retour à la terre, les vieux hippies qui sont dans leur champ à fumer des pétards. C'est pas du tout ça, quoi. On travaille beaucoup plus que tout le monde, quoi. On n'est pas là, ouais. Et je pense que l'image est complètement galvaudée. Moi, je suis d'accord avec toi parce que on a eu beaucoup de stagiaires cette année, des gens qui sont venus une semaine ou deux voir un peu comment ça se passe et tout, qui passaient des diplômes et qui sont arrivés avec une image mais complètement idéalisée du métier aussi, quoi. Et qui se retrouvent un peu en échec, quoi, du coup, quoi, parce que quand tu vois ce que c'est qu'une journée de 12 heures et qu'il faut faire ça toute la semaine et qu'à la fin tu sais plus marcher, non, mais c'est problématique, quoi, parce que il faut faire ça tous les jours d'une bonne partie de l'année pendant des années, quoi. C'est ça. En fait, ils voient souvent que les bons côtés de notre travail, parce qu'il y en a plein aussi. Mais ils oublient tous les côtés négatifs, quoi. Et comment vous avez fait pour construire un modèle économique entre, d'un côté, l'ancien modèle hyper conventionnel qui vous correspond pas, et donc ces gens dont vous parlez, dont on citera pas de nom, ça sert à rien, mais qui font un peu rêver, effectivement, avec des armées de stagiaires, beaucoup de formations, et qui font croire que sur un petit lopin de terre qu'on regarde pousser, on peut devenir autonome en quelques mois. Comment vous avez fait votre synthèse et construit votre modèle économique? Alors nous, déjà, on n'a rien inventé, mais on a mélangé plusieurs choses qui existent, quoi. Il y a Jean-Martin Fortier, qui est un Canadien, qui a un super modèle dans lequel, au niveau agronomique, je me reconnais pas du tout parce qu'il y a beaucoup de travail du sol, des apports énormes de matière organique, ultra azotée et tout. Mais par contre, qui ne réfléchit que en rentabilité, en gagner du temps sur l'espace de travail et tout. Et ça, c'est une réflexion qui est super intéressante. Puis nous, à ça, on est venu coupler des travails du collectif maraîchage sur sol vivant et de non-travail du sol. Puis voilà, on a mélangé ça avec des choses qu'on a vues à droite à gauche dans des fermes qui nous ont paru pertinents. Puis on essaye de créer un modèle un peu comme ça, quoi, qui s'adapte à notre terrain, qui est pas une vérité, mais qui s'adapte à notre terrain, quoi. Ouais. Je pense déjà qu'il y a autant de façons de faire que d'agriculteurs, quoi. Je pense que dans beaucoup de domaines c'est comme ça, mais chaque personne ne fait pareil. Et moi, j'ai pris exemple sur 2 personnes. Gérard Bensoussan, qui est producteur de tisane depuis plus de 40 ans dans le Finistère, chez qui j'étais en stage au tout début, qui m'a convaincu de m'installer. Et sur Christophe Aubry, un autre ami à moi qui est maraîcher, près de chez qui je me suis installée, qui m'a aidé et qui m'aide encore au quotidien. Et c'est 2 modèles complètement différents, un modèle en maraîchage et un modèle en plantes aromatiques. Et j'ai fait un mix un peu des 2. Quelque part, par exemple, je travaille en planche, comme les maraîchers, je travaille pas en ligne. Après, moi, j'ai fait le choix de pas avoir de gros outils parce que j'ai un petit chiffre d'affaires. Du coup, j'ai pas de tracteur parce que il faudrait que je multiplie mon chiffre d'affaires par 2 pour pouvoir le financer, par exemple. Mais bon, vu que je suis à côté de tous ces maraîchers, je bénéficie aussi de leur expertise, de leur temps. Moi, je pense que l'entraide est hyper importante aussi dans le milieu agricole. Et du coup, moi, je fais un mix un peu de tout ça. Donc après, là, je pense que j'ai fait des erreurs. Là, je vois parce que du coup, j'ai un système jardin dans le sens où entre mes planches de culture, c'est de l'herbe. Une planche, donc concrètement, c'est une planche, c'est plutôt que de faire un rang avec une plante, je plante 2-3 rangs côte à côte, que j'entretiens ça à la main au désherbage, et puis après entre chaque planche, du coup d'un mètre de large à peu près, j'ai des bandes d'herbe, quoi. Mais moi j'ai pas de tracteur, donc je tonds avec une tondeuse à main, quoi. Donc je passe beaucoup de temps à tondre l'été, et puis surtout l'herbe elle revient toujours sur mes rangs. Donc en termes de désherbage manuel, c'est hyper long. Alors j'aime beaucoup désherber, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et du coup, là par exemple, je suis en train de réfléchir à peut-être acheter un micro-tracteur pour retravailler, peut-être pour pouvoir biner entre mes rangs au tracteur. C'est un outil à dents pour enlever l'herbe. Puis plus largement, je sais pas, je connais pas trop ton modèle, mais de ce que t'en dis, on en est venu à la conclusion que un modèle qui marche, c'est un modèle avec peu d'investissement et peu de charges. Ouais. Et comme ça, t'as pas besoin d'avoir un énorme chiffre d'affaires en fait. Exactement. Parce que sinon, tu reproduis ce qui est fait dans l'agriculture conventionnelle, où c'est des énormes investissements, et du coup après t'as des mecs qui ont 3 millions de chiffre d'affaires et qui gagnent 400 € par mois, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'il faut aussi un juste milieu. Parce que, moi, je vois surtout en maraîchage, parce qu'il y a quand même, le travail est plus physique quand même que moi. Au niveau des charges, par exemple, moi, j'ai plusieurs exemples de maraîchers autour et on dit en rigolant, des fois, il y en a un, il travaille comme au Moyen-Âge et l'autre comme dans le futur, quoi. Mais je pense que réduire la pénibilité, c'est quand même hyper important sur le long terme, surtout, parce que, pareil, on peut tenir 5 ans dans un champ à porter des brouettes de légumes, à porter des cagettes à la main, etc. Mais sur le long terme, on s'abîme beaucoup. Faire attention à protéger ses articulations. Au début, je me moquais de Christophe quand on plantait la mâche, parce qu'on mettait une planche au sol pour pas tasser la terre, et il m'a sorti des petites mousses pour mettre sous les genoux, et je me suis foutu de lui, quoi. Je dis, tu fais marrer avec tes petites mousses. Il me dit, c'est ça, fous-toi de moi, tu verras dans quelques années quand tu auras les genoux tout abîmés, que tu pourras plus les poser par terre. Et ça, c'est hyper important. Au début, on n'y pense pas à ces trucs-là, mais c'est pour ça que là, le micro-tracteur, moi, en termes de pénibilité, ça va me changer la vie, quoi.
je pense. Ouais, et puis en termes, une réflexion, moi je trouve que des fois on n'a pas assez. Enfin, nous on essaye de l'avoir, mais on l'a sûrement pas assez. C'est de se dire, bah voilà, ma tondeuse elle me coûte rien, mais en fait, tu vois, tu dis t'y passes beaucoup de temps. C'est ça. Alors du coup, t'y mais passes. Le temps de travail, c'est important. Et bah ouais, voilà, ça, c'est pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose et tu c'est crées ça. pas. Et voilà, ouais. Moi, je pense que de réduire le temps de travail, c'est la première chose à faire. Enfin, justement, en essayant de trouver des solutions sur chaque poste de travail. Moi, mon but, c'est pas de faire du pognon, mais c'est de gagner du temps. Et de me libérer du temps de personnel, quoi. Moi, je vais pas travailler plus pour gagner plus, je vais travailler moins pour gagner pareil. Bon, c'est que pas beaucoup, mais je m'en fiche. C'est un bel objectif. Pour terminer, je vais vous demander à tous les deux, et je sais que vous l'avez préparé, vous m'en avez parlé, de me citer soit un livre, un film, soit voilà, une œuvre qui vous a inspiré ou qui incarne les valeurs que vous défendez et votre travail au quotidien. Thibaut, pour commencer peut-être. Eh ben, enfin moi c'est un peu décalé de l'agriculture, mais j'aime bien les façons de penser des explorateurs aventuriers qui écrivent des bouquins, genre Mike Horn, Sylvain Tesson. Toute proportion gardée, comme je te disais, parce que évidemment nous on vit pas, on met pas notre vie en jeu quand on plante des oignons ou des carottes, mais c'est un peu les mêmes galères du quotidien, quoi. Les mecs se retrouvent au milieu de la jungle, sans slip, avec plus rien à manger, et puis tu les vois raconter ça en disant bon bah voilà, faut que je trouve une solution. Bah nous c'est un peu pareil, quoi. Le matin on se lève et puis tu te dis ah voilà, dans ma journée alors je vais faire ça, ça et ça, et puis au final il y a rien qui se passe comme prévu parce que il y a des mulots qui ont bouffé les artichauts, parce qu'il y a un trou dans la bâche de la serre, parce qu'il y a une fuite sur un truc, et du coup leur état d'esprit c'est toujours de se dire bon bah ça va aller, de toute façon c'est comme ça, c'est arrivé, bah ça j'y peux rien, quoi, et je vais faire ce que je peux et essayer de trouver la meilleure solution. Et du coup cette philosophie là elle est vachement sympa à mettre en place quand on s'installe et même après quand on est maraîcher au quotidien, parce que bah ça évite de se prendre la tête avec en se levant le matin en se disant mon Dieu il pleut, mon Dieu, bah ouais mais tu peux rien y faire, quoi, donc comment transformer ça en je vais faire quelque chose de malin puisqu'il pleut, quoi. Donc pour être maraîcher aujourd'hui il faut avoir la sérénité de Mike Horn quand il est dans la jungle avec rien à manger depuis 5 jours. Ouais voilà, exactement. Ok. Et toi Anaïs? Moi je voudrais parler de Walden d'Henri David Thoreau, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. C'est un ami qui m'en avait parlé et c'est assez paradoxal par rapport à mon choix de vie, parce que il considère que quand on possède une ferme, on s'enferme. Au final, on est prisonnier de ça après. Mais justement, ça me fait beaucoup réfléchir, sa vision du travail, du lien à la nature, etc. Et lui, en gros, il raconte, c'est la vie dans les bois, donc il allait s'installer, donc pas très loin d'une ville, mais quand même, il décide de s'isoler un petit peu dans les bois et de raconte sa vie au quotidien. Voilà, et puis il essaye du coup, il construit sa cabane, il essaye de cultiver ses légumes aussi pour survivre, etc. Alors après, c'était pas un choix d'autarcie humaine, sociale, quoi, parce qu'il allait en ville régulièrement quand même, mais il avait choisi de vivre dans les bois et de pas. Il trouvait déjà qu'à l'époque on travaillait trop, qu'on était devenus des machines et que du coup on pouvait plus avoir des liens corrects entre nous parce que on n'était plus que des machines et des robots. Et il a pensé ça au 19e siècle. Et aujourd'hui c'est pire que tout. Et moi ça me fait beaucoup réfléchir parce qu'en même temps je travaille tout le temps, mais pour lui c'était une course un peu après la liberté, et moi mon obsession c'est la liberté aussi, et pour moi c'était justement de posséder un petit bout de terrain où je suis autonome, où je peux me nourrir. Je pourrais presque vivre en autarcie avec mes copains, on fait tous des productions différentes, du coup si demain c'était la fin du monde, on survivrait très bien nous. Mais au final ça me fait toujours poser des questions, parce que n'empêche qu'une fois qu'on a une maison et un terrain, on a toujours un truc à faire, on peut pas partir, on a toujours une maison à rénover, ça coûte de l'argent aussi, même si en campagne ça coûte 10 fois moins cher qu'en ville. Moi je suis bloquée dans ce paradoxe là, donc bref, ce bouquin me fait beaucoup réfléchir. Du coup j'ai toujours pas réussi à le finir. Je sais pas si j'y arriverai un jour, mais c'est très intéressant. Tu redémarres toujours au début? Non, mais en fait c'est que je le lis 3 pages, quelques pages par quelques pages, parce qu'à chaque fois que je lis une page, je souligne la moitié. Et puis je réfléchis à chaque phrase, du coup, pour moi, ou alors il faudrait que je lise d'une traite une fois et puis que j'y revienne, mais ça me fait trop réfléchir, du coup je peux pas lire ça comme ça et que ça me passe pas au-dessus, donc faut que je réfléchisse à chaque mot qu'il dit, quoi. Mais ça m'intéresse, le dilemme dont tu parles. Pour toi, du coup, ce qu'il fait lui, c'est un modèle ou c'est un contre-modèle? Moi je rêve d'aller vivre dans les bois comme il l'a fait pendant 2 ans. J'adorerais, justement, pour avoir le temps de contempler, etc. Je sais pas, c'est une réflexion, quoi. Parce que même dans son livre, lui, il a fait ça, et puis, justement, il expose un peu tout un tas de trucs, mais je pense que c'est une réflexion pour lui aussi, et c'est un modèle et un contre-modèle pour moi. C'est surtout que ça me fait réfléchir, en fait.
mais sur des sujets qui je trouve très intéressants. Ok, merci. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour vos témoignages qui vont, je pense, beaucoup inspirer nos auditeurs. C'était vraiment super intéressant. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bon Plan. Merci à Solène qui l'a réalisé et merci à Alexandre qui a eu l'idée de ce sujet aujourd'hui. On a inauguré aujourd'hui les nouveaux studios de Binge Audio, donc on est super fiers. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour le faire connaître. N'hésitez pas à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Ça nous aidera beaucoup. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge.